Pas d'avocat. Tu es fini, lança mon frère assez fort pour que toute la salle d'audience l'entende. Quelques personnes ricanèrent. Mon père sourit. Leur avocat se renversa dans son fauteuil avec l'assurance d'un homme qui avait déjà décidé comment se terminerait la journée. Je me tenais seul à la table de la défense. Pas d'avocat, pas de famille à mes côtés, personne pour me murmurer un mot d'encouragement à l'oreille. Puis le juge ouvrit un épais dossier et fixa la première page. Son expression changea. La salle devint silencieuse. Il tourna une page, puis une autre. Soudain, leur avocat se leva. « Qu'y a-t-il » demanda mon frère avec un large sourire. L'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il me regarda droit dans les yeux. Son visage était devenu livide. Mon Dieu! Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. Mon père fronça les sourcils. Quoi? L'avocat déglutit avec peine. Regardez son dossier. Le juge retira lentement ses lunettes. Puis il prononça la phrase qui allait détruire tout ce que ma famille croyait savoir de moi. Elle n'a pas besoin d'avocat. 5 secondes plus tard, le corps de mon père s'effondra vers le sol. Mais pour comprendre pourquoi cela s'est produit, il faut comprendre de quelle famille je viens. Je m'appelle Camille Moreau. À l'époque de ces événements, j'avais 32 ans et j'étais officier dans l'armée française. La plupart des gens qui me rencontraient pour la première fois voyaient une femme calme, à la voix posée et à la posture mesurée. Ils voyaient quelqu'un de poli, de discipliné et de silencieux. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'étaient les années qui avaient façonné ce silence. J'ai grandi dans une petite ville d'Auvergne, à Aurillac, avec mon père, ma mère et mon frère aîné, Julien. Dans notre maison, il y avait une règle simple. Julien comptait. Pas moi. Personne n'a jamais prononcé ces mots exacts. Ce n'était pas nécessaire. On apprend les choses à force de répétition. Julien oubliait de faire ses corvées. Il était fatigué. J'oubliais les miennes. J'étais irresponsable. Julien avait un 11 sur 20 à un contrôle. L'école n'était pas faite pour tout le monde. J'avais un 18 sur 20. Pourquoi pas un 20? Plus je grandissais, plus le schéma devenait clair. Mon père vénérait mon frère. Il l'appelait son héritage, son avenir, le fils qui porterait le nom de la famille. Je n'étais que la fille, l'enfant de secours, celle dont on attendait qu'elle aide sans jamais se faire remarquer. Ma mère n'était pas cruelle. Elle était simplement épuisée. Des années à tenter de préserver la paix dans la maison l'avaient usée. Quand mon père me critiquait, elle baissait les yeux et ne disait rien. À 12 ans, j'ai cessé d'attendre qu'elle me défende. À 16 ans, j'ai cessé de le demander. La seule personne qui m'a vraiment vu était mon grand-père, le colonel Henri Moreau, officier de l'armée à la retraite, ancien combattant de la guerre d'Indochine, un homme qui élevait rarement la voix parce qu'il n'en avait jamais besoin. Il avait une façon de regarder les gens qui les poussait à dire la vérité. Quand j'avais 13 ans, il m'a trouvé assis seul derrière son garage, après que mon père eut passé 20 minutes à expliquer pourquoi mon frère méritait une voiture neuve et pourquoi je ne méritais pas un dîner pour fêter ma mention au baccalauréat. Grand-père s'est assis à côté de moi et m'a tendu une limonade. Nous sommes restés un moment sans parler. Finalement, il a dit, « Tu sais pourquoi il se trompe à ton sujet ?» J'ai haussé les épaules. Il a souri. « Parce qu'il te mesure avec la mauvaise règle. » Je n'ai jamais oublié cette phrase. Quand j'ai eu 18 ans, je me suis engagé. Mon père a détesté cette décision. Tu gâches ta vie. Tu abandonneras dans 6 mois. Tu n'as pas ta place dans l'armée. Je me souviens d'être resté debout dans la cuisine à l'écouter. Puis je me souviens de mon grand-père se levant tranquillement de table. C'est drôle, a dit grand-père. Quoi? Tu disais exactement la même chose à mon sujet. La pièce devint silencieuse. C'était la première fois que je voyais mon père perdre une discussion. L'armée a changé ma vie. Non pas parce que c'était facile, car ça ne l'était pas. La formation initiale était brutale. Les missions à l'étranger étaient plus dures encore. Les sacrifices étaient sans fin. Mais pour la première fois de ma vie, l'effort comptait. Les résultats comptaient. La discipline comptait. Personne ne se souciait de savoir si j'étais la fille de quelqu'un. Personne ne se souciait de savoir si mon père m'approuvait. L'uniforme s'en moquait. La mission s'en moquait. Et j'adorais cela. Au cours de la décennie suivante, j'ai bâti une carrière. Les promotions sont venues.
Les distinctions sont venues. Les responsabilités ont grandi. Mon père n'en a presque rien reconnu. Quand je suis devenu officier, il a changé de sujet. Quand j'ai reçu des citations, il a parlé de Julien. Quand j'ai acheté ma première maison, il m'a demandé pourquoi je n'étais pas marié. Julien, pendant ce temps, passait d'une entreprise ratée à un investissement raté, d'une relation ratée à une autre. Chaque fois qu'il tombait, mon père se précipitait pour le sauver. De l'argent, des excuses, une deuxième chance, une troisième chance, une 10e chance. Le schéma ne changeait jamais. Puis ma mère est décédée après une maladie soudaine. Cette perte a brisé ce qui restait de notre famille. Mon père est devenu plus amer. Julien est devenu plus arrogant. Et grand-père est devenu mon point d'ancrage. Je l'appelais tous les dimanches. Parfois, nous parlions d'histoire militaire. Parfois de football. Parfois de rien d'important du tout. Ces conversations sont devenues précieuses, surtout parce que je savais qu'elles ne dureraient pas éternellement. 3 ans plus tard, j'ai reçu l'appel. Grand-père avait été victime d'un accident vasculaire cérébral. Quand je suis arrivé à l'hôpital, il était conscient, mais faible. Je suis resté des heures assise à son chevet. À un moment, il a serré ma main. Toujours en train de porter la famille sur ton dos. J'ai ri à travers mes larmes. J'essaie, ai-je dit. Il a souri. Bien. Ce fut la dernière vraie conversation que nous ayons jamais eue. 2 semaines plus tard, il s'est éteint. L'enterrement a réuni tout le monde. Du moins physiquement. Émotionnellement, nous étions à des kilomètres les uns des autres. Julien a passé la majeure partie de la cérémonie à consulter son téléphone. Mon père recevait les condoléances comme un homme politique saluant ses électeurs. Je me tenais près du cercueil et je me souvenais du seul homme qui avait cru en moi avant même que je ne croie en moi-même. Une semaine plus tard, nous nous sommes réunis chez le notaire pour la lecture du testament. Le notaire a commencé calmement. Quelques objets personnels, des dons à des œuvres caritatives, des souvenirs de famille. Puis tout a changé. Le bien le plus important de la succession de grand-père était un portefeuille d'investissement considérable, ainsi que plusieurs propriétés accumulées au fil des décennies, valant des millions d'euros, bien plus que ce que quiconque avait imaginé. Le notaire a ajusté ses lunettes. Puis il a lu la décision de grand-père. La majeure partie me reviendrait. Pas à Julien, pas à mon père. À moi. La pièce s'est figée. Julien a littéralement éclaté de rire. Il croyait à une plaisanterie. Puis il a compris que ce n'en était pas une. Le visage de mon père est devenu rouge. Quoi? Le notaire a répété ces paroles. Julien s'est levé. C'est ridicule. Mon père m'a montré du doigt. Tu l'as manipulé. L'accusation a frappé la pièce comme un coup de feu. Je l'ai fixé. Tu n'y crois pas vraiment. Oh que si. Le notaire a tenté de calmer tout le monde. En vain. Au moment où la réunion s'est terminée, mon père et mon frère parlaient déjà d'une action en justice. 3 semaines plus tard, ils ont déposé une plainte. Ils invoquaient l'abus de faiblesse, la manipulation, la fraude. Ils voulaient faire annuler le testament. Ils voulaient tout. Et ils étaient convaincus de l'obtenir, car pour la première fois de leur vie, ils étaient sur le point de découvrir une chose qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre à mon sujet. J'ai informé le tribunal que j'assurerais ma propre défense. Quand mon père l'a appris, il a ri. Julien a ri encore plus fort. Et tandis que nous entrions au tribunal le premier matin du procès, il s'est penché vers moi avec un sourire. Pas d'avocat. Il a secoué la tête. Tu es fini. Le matin du procès semblait étrangement ordinaire. Le ciel au-dessus du tribunal était gris. Un vent léger poussait les feuilles mortes à travers le parking. Les gens se pressaient vers l'entrée, une tasse de café et une mallette à la main, comme si ce n'était qu'une journée de travail ordinaire. Pour eux, ça l'était probablement. Pour moi, c'était le jour où ma famille comptait effacer tout ce que mon grand-père avait choisi de laisser derrière lui. J'ai garé ma voiture, je suis resté assise un instant en silence, et j'ai contemplé mon reflet dans le rétroviseur. Mon visage paraissait calme. Les années sous l'uniforme m'avaient appris une chose précieuse. La peur et l'assurance se ressemblent souvent exactement, vues de l'extérieur. La différence n'existe que dans votre tête. J'ai rassemblé mes documents, je suis sorti du véhicule et j'ai marché vers le tribunal. La voiture de mon père était déjà là.
Le SUV haut de gamme de Julien aussi, celui qu'il n'avait certainement pas les moyens de s'offrir. En entrant dans le bâtiment, je les ai repérés aussitôt. Julien se tenait à côté d'un homme grand, en costume coûteux. Maître Olivier Dubois, l'un des avocats spécialistes des successions les plus réputés de la région. Son tarif horaire à lui seul dépassait ce que beaucoup de gens gagnaient en une semaine. Julien m'a remarqué le premier. Un sourire s'est étalé sur son visage. Tiens, regardez qui voilà. Mon père s'est retourné. Aucun des deux ne m'a salué. Aucun des deux ne m'a demandé comment j'allais. Aucun des deux ne s'est comporté comme si j'étais de la famille. À ce stade, je ne m'y attendais plus. Maître Dubois m'a examiné. Professionnel, poli, sûr de lui. Madame Moreau, dit-il. Maître Dubois, je crois comprendre que vous avez choisi d'assurer votre propre défense. En effet. Il a hoché la tête. Il y a eu une brève pause. Le genre de pause que les gens utilisent quand ils décident du degré de franchise qui convient. Finalement, il a dit, c'est assurément votre droit. Traduction, vous commettez une terrible erreur. J'ai failli sourire. Au lieu de cela, j'ai simplement dit, merci. Julien a ri. Tu entends ça? Même lui pense que tu es folle. Je l'ai ignoré. Autrefois, des remarques de ce genre m'auraient blessé. Plus maintenant. La salle d'audience s'est remplie lentement. À 9 heures, presque tous les sièges étaient occupés. Certains étaient curieux. D'autres étaient liés à la succession. Quelques-uns attendaient simplement le passage de leur propre affaire. Pourtant, je sentais les regards me suivre. Les gens remarquent quand un camp dispose d'un avocat de haut vol et que l'autre n'a personne. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. L'huissier a appelé la salle à l'ordre. Tout le monde s'est levé. Le juge Philippe Garnier est entré. Je m'étais beaucoup renseigné sur lui. Ancien procureur, issu d'une famille de militaires, connu pour être juste, mais extrêmement difficile à tromper. Il s'est installé dans son fauteuil et a parcouru plusieurs documents avant de lever les yeux. L'audience a commencé. Maître Dubois a immédiatement pris le contrôle de la salle. Il était bon, très bon. Sa voix imposait l'autorité sans paraître agressive. Ses questions semblaient raisonnables. Son argumentation paraissait logique. En le regardant travailler, j'ai compris pourquoi mon père l'avait engagé. La stratégie de Maître Dubois est devenue évidente presque aussitôt. Il ne cherchait pas à prouver que mon grand-père avait perdu ses facultés. Cela aurait été difficile. Au lieu de cela, il comptait convaincre le tribunal que j'avais influencé un homme âgé durant une période de vulnérabilité de sa vie. Un argument bien plus facile, surtout parce que j'avais souvent parlé à grand-père pendant ces dernières années. Le premier témoin était l'une des voisines de grand-père, une femme âgée qui le connaissait depuis des décennies. Maître Dubois l'a guidé avec soin. Est-ce que Camille lui rendait souvent visite? Oui. Plus souvent que les autres membres de la famille? Oui. Diriez-vous qu'ils étaient proches? Très proches. Maître Dubois a hoché la tête d'un air songeur. Monsieur Moreau a-t-il jamais évoqué le fait de modifier son testament? La femme a hésité. À quelques reprises, après que les visites de Camille sont devenues plus fréquentes. Oui. Maître Dubois a laissé le silence s'installer. L'insinuation flottait dans l'air. Il n'avait pas besoin de la formuler. Tout le monde comprenait ce qu'il voulait leur faire penser. Le deuxième témoin était une connaissance de la famille. Puis un autre, et encore un autre. Chaque témoignage était subtil. Rien de spectaculaire, rien d'explosif, juste assez de petites pièces disposées pour former un tableau d'ensemble. Camille passait du temps avec grand-père. Camille appelait grand-père. Camille rendait visite à grand-père. Camille était proche de grand-père. Donc, Camille avait forcément manipulé grand-père. C'était habile. Et si je n'avais pas connu toute la vérité, j'aurais peut-être trouvé cela convaincant moi-même. Pendant le contre-interrogatoire, je n'ai posé que quelques questions. Des questions courtes, des questions simples. Puis je me suis rassise. Cela a surpris les gens. Je le sentais. La plupart des personnes qui assurent leur propre défense parlent trop, argumentent trop, paniquent trop. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai écouté. J'ai pris des notes. J'ai attendu. À l'heure du déjeuner, mon père semblait satisfait. Julien était aux anges.
Il se renversait dans son fauteuil comme un homme qui dépense déjà un argent qu'il n'a pas encore gagné. Quand le juge a annoncé une suspension d'audience, Julien a pratiquement bondi de son siège. À l'extérieur de la salle, j'ai trouvé un banc tranquille près d'une fenêtre donnant sur la ville. J'ai ouvert une bouteille d'eau et relu mes notes. Une ombre est apparue à côté de moi. Le juge Garnier. Un instant, j'ai cru qu'il passait simplement par là. Au lieu de cela, il s'est arrêté. Madame Moreau. Je me suis levé. Monsieur le Président. Il m'a observé avec attention, sans méfiance. Avec curiosité. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Son regard est resté fixé sur moi. Pourquoi assurez-vous vous-même votre défense? La question n'était pas hostile. Elle semblait sincère. J'ai réfléchi à ma réponse. Il y avait plusieurs raisons, comme... J'ai songé à dire l'évidence, que les avocats coûtent cher, que la succession ne devait pas être épuisée par des frais de justice, que je connaissais les faits mieux que quiconque, mais aucune de ces raisons n'était la vraie. Alors, je lui ai dit la vérité. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas d'argent. Il a légèrement haussé un sourcil. Non? Non, monsieur. J'ai regardé par la fenêtre vers le parking. Mon père et mon frère ont passé toute ma vie à me dire qui j'étais. Le juge est resté silencieux. Ils n'ont jamais écouté quand je parlais. Je me suis retourné vers lui. Cette fois, ils vont être obligés de le faire. Un instant, ni l'un ni l'autre n'avons rien dit. Puis le juge Garnier a hoché la tête une fois. Un mouvement très léger, mais quelque chose dans ce geste semblait important. Il a baissé les yeux vers le dossier glissé sous son bras. Un épais dossier. Mon dossier. J'ai remarqué plusieurs pages marquées d'onglets de couleur. Son expression a légèrement changé, comme s'il s'était souvenu de quelque chose ou avait remarqué quelque chose. Puis il m'a de nouveau regardé. Vous semblez remarquablement calme. J'ai souri faiblement. Déformation professionnelle. Cela lui a arraché le plus infime soupçon d'amusement. En effet. L'huissier a rappelé tout le monde à l'intérieur. Le juge s'est arrêté un instant avant de s'éloigner. Puis il a dit une chose qui m'est restée. Les tribunaux ont une façon de révéler ce que les gens s'efforcent tant de cacher. Je l'ai regardé regagner son siège. Sur le moment, j'ai cru qu'il parlait de mon père. J'allais bientôt découvrir que ce n'était pas le cas. La séance de l'après-midi a commencé. Maître Dubois a intensifié son attaque. Il a produit des relevés financiers, des historiques d'appel, des relevés de déplacement, chaque document conçu pour suggérer une influence. Chaque pièce soigneusement choisie. Mon père observait avec satisfaction. Julien dissimulait à peine son excitation. Finalement, vers la fin de la journée, Maître Dubois a livré ce qu'il considérait manifestement comme son argument le plus fort. Il s'est avancé au centre de la salle. « Mesdames et messieurs, a-t-il dit, cette affaire n'est pas compliquée. » Il s'est tourné vers moi. Un homme âgé a modifié la répartition d'une succession de plusieurs millions d'euros. Une pause. La principale bénéficiaire était le membre de la famille qui passait le plus de temps avec lui. Une autre pause. Et cette bénéficiaire est aujourd'hui assise seule à cette table. Son regard a balayé la salle de façon délibérée. Aucun conseil juridique, aucune représentation professionnelle, aucune vérification indépendante de ses affirmations. Il a écarté les mains. Le geste criait pratiquement victoire. Puis il s'est rassis. La salle est tombée dans le silence. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce. Julien a croisé mon regard. Le sourire est revenu. Lent, arrogant, cruel. Puis il s'est penché vers moi et a parlé assez bas pour que seules quelques personnes proches puissent l'entendre. Pas d'avocat, a-t-il ricané. Tu es fini. Ce que ni lui ni mon père n'ont remarqué, c'était le juge. Car à cet instant précis, le juge Garnier ne me regardait pas. Il regardait mon dossier militaire. Et l'expression de son visage avait complètement changé. Le lendemain matin, je suis arrivé au tribunal 20 minutes en avance. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Dans l'armée, être à l'heure signifiait arriver avant tout le monde. Tout le reste, c'était être en retard. Le couloir devant la salle d'audience numéro 3 était presque vide. Un agent d'entretien poussait un chariot devant l'entrée. Un greffier transportait une pile de dossiers vers un autre bureau. Tout semblait calme, ordinaire, presque paisible.
Il était difficile de croire que, en moins d'une heure, toute ma famille allait commencer à se défaire. Je me suis assise tranquillement à la table de la défense et j'ai organisé mes documents. Quand mon père et Julien sont entrés, ils paraissaient pleins d'énergie, confiants. La veille s'était déroulée exactement comme ils le souhaitaient. Leurs témoins avaient bien joué leur rôle. Leur avocat avait maîtrisé la salle, et j'avais passé l'essentiel de l'audience à écouter au lieu de riposter. Pour eux, le silence ressemblait à de la faiblesse. Ce malentendu allait leur coûter très cher. Julien s'est laissé tomber sur sa chaise avec un rictus. Bien dormi? Je n'ai pas répondu. Sans doute pas. Mon père a ri doucement. La réalité finit par te rattraper. Pourtant, je n'ai rien dit. Des années plus tôt, leurs remarques m'auraient entraîné dans une dispute. À présent, elles me semblaient simplement familières. Prévisibles. Les gens révèlent beaucoup d'eux-mêmes quand ils croient avoir déjà gagné. À 9 heures précises, l'huissier a appelé le tribunal à l'ordre. Le juge Garnier est entré. Tout le monde s'est levé. Puis tout le monde s'est rassis. Quelque chose semblait aussitôt différent. Le juge ne portait pas le même dossier que la veille. Il en portait deux. L'un était celui de la succession. L'autre était bien plus épais. Je l'ai reconnu instantanément. Mon dossier militaire, non pas la version publique, la version complète. Un dossier qui contenait des années d'évaluation, de certification, de citations, de diplômes et de documents officiels. Mon pouce est légèrement accéléré, non pas de peur, mais sous le coup d'une prise de conscience. Le juge avait fait ses recherches. De l'autre côté de l'allée, Maître Dubois semblait avoir lui aussi remarqué le dossier. Son expression s'est crispée une fraction de seconde. Puis l'audience a commencé. Maître Dubois s'est levé. Monsieur le Président, avant de poursuivre, les demandeurs sollicitent respectueusement un examen préalable de plusieurs questions de preuve. Le juge a hoché la tête. Allez-y. Maître Dubois s'est lancé dans une argumentation soigneusement préparée. Il a parlé pendant près de 15 minutes. Chaque phrase renforçait la même idée. Camille Moreau avait influencé un homme âgé. Camille Moreau avait tiré profit de cette influence. Camille Moreau n'avait aucun fondement juridique pour contester les preuves présentées. Quand il a terminé, il avait l'air satisfait. La salle est restée silencieuse. Puis le juge Garnier s'est tourné vers moi. Madame Moreau? Oui, Monsieur le Président. Souhaitez-vous répondre? Je me suis brièvement levé. Je vous en prie. J'ai marché vers le pupitre. Sans notes, sans discours préparé, rien que des faits. Au fil des années, j'avais témoigné dans des procédures militaires, des audiences administratives, des examens d'enquête et des commissions d'instruction. Le cadre était différent. La pression, non. Pendant 10 minutes, j'ai répondu à chaque accusation directement, méthodiquement, sans émotion. Quand j'ai terminé, je me suis rassise. Maître Dubois semblait peu impressionné. Julien avait l'air amusé. Mon père paraissait soulagé. Puis le juge a entrepris d'examiner les documents un par un. La salle attendait. 30 secondes ont passé, puis 60, puis 90. Finalement, le juge Garnier a retiré ses lunettes. Maître Dubois. L'avocat s'est levé. Oui, Monsieur le Président. Le juge a tapoté l'épais dossier militaire. Quelle est exactement votre position concernant la capacité de Madame Moreau à assurer sa propre défense? Maître Dubois a hésité. La question semblait le surprendre. Ma position? Oui. Maître Dubois a rajusté sa veste. J'estime que le fait d'assurer seul sa défense la place dans une situation nettement désavantageuse. Le juge a hoché lentement la tête. Je vois. Puis il a ouvert le dossier. Le bruit a résonné dans la salle silencieuse. Une page, puis une autre encore. Son regard descendait régulièrement le long des documents. Soudain, il a tourné les yeux vers la table des demandeurs. Elle n'a pas besoin d'avocat. La phrase est tombée comme un coup de massue. Personne n'a bougé. Un instant, j'ai sincèrement cru que les gens ne l'avaient pas entendu. Puis Julien a cligné des yeux. Quoi? Mon père a froncé les sourcils. Maître Dubois fixait le juge. Monsieur le Président. Le juge Garnier a poursuivi sa lecture. Elle possède une solide formation juridique. Silence. Le juge a tourné une autre page.
Elle a suivi une formation juridique avancée au sein de l'armée. Une autre page. Elle a participé à des enquêtes judiciaires portant sur des malversations financières. Une autre page. Elle a témoigné sous serment dans de nombreuses procédures officielles. La salle était maintenant totalement immobile. Même les spectateurs avaient cessé de remuer sur leur siège. Puis le juge a regardé Maître Dubois droit dans les yeux. D'après ce dossier, Madame Moreau a passé des années à traiter des affaires bien plus complexes que ce litige successoral. J'ai vu quelque chose se produire sur le visage de Maître Dubois. Pas de la peur. De la reconnaissance. La soudaine prise de conscience qu'il avait mal jugé quelqu'un. Il a tendu la main vers la copie de mon dossier remise à la défense. Son regard se déplaçait rapidement, plus vite, puis plus lentement, puis il s'est figé. Son visage a perdu toute couleur. Littéralement, l'homme était devenu livide. Mon Dieu! Il n'avait pas voulu le dire à voix haute. Les mots lui avaient simplement échappé. Julien s'est tourné vers lui. Quoi? Pas de réponse. Qu'y a-t-il? Maître Dubois l'a regardé, puis moi, puis de nouveau le dossier. Regardez son dossier. Mon père s'est penché en avant, confus, agacé. Quel dossier? L'avocat a dégluti. Je pouvais presque le voir recalculer toute l'affaire. Chaque supposition, chaque stratégie, chaque prédiction réduite à néant. Car pour la première fois, il ne me regardait pas comme la fille de quelqu'un. Il regardait mon parcours professionnel. Et celui-ci racontait une toute autre histoire. Le juge a poursuivi, Maître, je vous suggère de continuer en gardant à l'esprit que Madame Moreau est parfaitement capable d'assurer sa propre défense. Oui, Monsieur le Président. L'assurance avait disparu de la voix de Maître Dubois. Pas entièrement, mais suffisamment. Julien l'a remarqué. Mon père aussi. Et ni l'un ni l'autre ne comprenait pourquoi. L'audience a repris. Cette fois, pourtant, tout semblait différent. L'illusion s'était fissurée. L'image que ma famille avait construite de moi pendant des décennies commençait à s'effondrer. Le témoin suivant s'est avancé à la barre. L'une des voisines qui avait témoigné la veille. Maître Dubois a mené l'interrogatoire principal. Puis le juge s'est tourné vers moi. Contre-interrogatoire. Je me suis levé. Le témoin a souri nerveusement. Je me suis approché lentement. Madame Rousseau, vous avez témoigné hier que mon grand-père avait évoqué la modification de son testament après que mes visites sont devenues plus fréquentes. Est-ce exact? Oui. Vous en êtes certaine? Oui. J'ai hoché la tête. Pouvez-vous indiquer au tribunal quand ces conversations ont eu lieu? Elle a donné plusieurs dates approximatives. J'ai attendu. Puis j'ai ouvert un dossier. Madame Rousseau, savez-vous où je me trouvais à ces dates? Elle a hésité. Non. J'ai tendu un document à l'huissier. Des ordres de mission militaire. Des documents officiels. Le juge les a examinés. Puis Maître Dubois les a examinés. Puis le témoin les a examinés. À chacune des dates qu'elle avait mentionnées, j'étais déployé à l'étranger, à des milliers de kilomètres de là. La femme fixait le papier, troublée, gênée. J'ai du mal me souvenir. Vous avez forcément mal vous souvenu. Un murmure s'est répandu dans la salle. Léger, mais perceptible. J'ai poursuivi. Mon grand-père vous a-t-il jamais dit que je faisais pression sur lui? Non. M'avez-vous jamais vu faire pression sur lui? Non. A-t-il jamais semblé avoir peur de moi? Non. Alors votre témoignage repose entièrement sur des suppositions. Le témoin a baissé les yeux. Oui. Merci. Je me suis rassise. Les dégâts ont été immédiats. Un témoin. 5 minutes. Des années de suppositions anéanties. Julien n'avait plus l'air détendu. Mon père s'agitait, mal à l'aise. Maître Dubois se frottait le front. Et pour la première fois depuis le début du procès, j'ai vu le doute. Un vrai doute. Pas dans la salle, mais dans les yeux de ma famille, parce qu'ils commençaient enfin à comprendre une chose que mon grand-père avait toujours su. Je n'étais pas la fille faible dont ils se souvenaient. Je n'étais pas la petite fille silencieuse qu'ils ignoraient au repas de famille. Je n'étais pas l'enfant oublié assise seule derrière le garage de grand-père. J'avais passé plus de 10 ans à apprendre à analyser des preuves, à mettre au jour des incohérences et à garder mon calme sous la pression.
Et désormais, ses compétences étaient pointées droit sur eux. Le témoin suivant prêtait déjà serment. J'ai ouvert mon carnet, pris mon stylo, et je me suis préparé à démanteler le mensonge suivant. Quelque chose a changé après que Madame Rousseau a quitté la barre. Ce ne fut pas spectaculaire. Personne ne s'est levé pour annoncer que mon père et mon frère étaient en train de perdre. Aucun gros titre n'est apparu. Aucune confession soudaine n'a ébranlé la salle. Le changement était plus subtil que cela. Les gens ont cessé de me regarder comme une victime. Ils ont commencé à me regarder comme une menace pointée pour la première fois depuis le début du procès. Julien semblait nerveux. Pas effrayé, pas encore, mais nerveux. Le témoin suivant était un ancien ami de la famille, du nom de Robert Faure. Il connaissait mon grand-père depuis près de 15 ans. La veille, il avait livré un témoignage laissant entendre que grand-père semblait isolé durant les dernières années de sa vie. L'insinuation était évidente. Un homme âgé et isolé est plus facile à manipuler. Maître Dubois l'a guidé tout au long de l'interrogatoire principal. Le témoignage paraissait convaincant, du moins en apparence. Puis le juge Garnier s'est tourné vers moi. Madame Moreau. Je me suis levé. Merci, Monsieur le Président. En m'approchant de la barre, j'ai remarqué que Robert évitait mon regard. Intéressant. Les gens qui disent la vérité vous regardent en général dans les yeux. Ceux qui ont peur d'être démasqués regardent souvent partout ailleurs. Je me suis arrêté à quelques pas. Monsieur Faure, combien de fois avez-vous rendu visite à mon grand-père durant la dernière année de sa vie? Plusieurs fois. Plusieurs fois? Oui. Pouvez-vous être plus précis? Il a hésité. 5 ou 6 fois. J'ai ouvert un dossier. Le registre des visiteurs vous rafraîchirait-il la mémoire? Ses yeux se sont légèrement écarquillés. La maison de retraite tenait des registres détaillés. Chaque visiteur, chaque date, chaque arrivée, chaque départ. On lui a remis le document. Il l'a examiné. Silence. Puis encore du silence. Finalement, il s'est raclé la gorge. Peut-être moins que dans mon souvenir. Combien? 2 fois. Quelques têtes se sont tournées dans l'assistance. J'ai poursuivi. L'une ou l'autre de ces visites a-t-elle duré plus de 20 minutes? Non. Lui parliez-vous régulièrement au téléphone? Non. Aviez-vous accès à son dossier médical? Non. Alors comment avez-vous conclu qu'il était isolé? Le témoin a dégluti. J'ai supposé. Le même mot, encore une fois. Supposé. J'ai laissé ce mot flotter dans l'air. Puis je me suis rassise. Un témoin de plus affaibli, une pièce de plus retirée, une fissure de plus se propageant à travers leur dossier. En milieu d'après-midi, l'atmosphère dans la salle d'audience était tout à fait différente de celle du premier jour. Maître Dubois restait habile, toujours professionnel, mais il ne maîtrisait plus la salle. À présent, il réagissait, se défendait, s'ajustait, tentait de limiter les dégâts, et les dégâts ne cessaient de grandir. Puis est venu le tournant, le moment où tout a véritablement commencé à s'effondrer. J'ai demandé l'autorisation de produire des preuves. Le juge Garnier a hoché la tête. Je vous en prie. J'ai porté plusieurs dossiers jusqu'à la table des pièces. Julien a froncé les sourcils. Mon père a paru irrité. Maître Dubois a semblé inquiet. Le premier élément était une vidéo de surveillance de la maison de retraite où grand-père avait passé une partie de sa dernière année. Des mois plus tôt, j'avais obtenu légalement ces enregistrements au cours de l'instruction. Les images sont apparues sur l'écran de la salle. L'horodatage défilait. Grand-père traversait un couloir. Lentement, mais d'un pas assuré. Il saluait le personnel, tenait des conversations, lisait des documents, signait des papiers, discutait de questions financières, posait des questions, corrigeait des erreurs, prenait des décisions. Rien chez lui ne trahissait la moindre confusion. Rien ne suggérait l'incapacité. Rien ne suggérait la vulnérabilité. Pendant près de 20 minutes, la vidéo a été diffusée. Le juge regardait attentivement. Les spectateurs regardaient attentivement. Et surtout, les témoins regardaient attentivement. L'image que présentait le camp de mon père s'effondrait, image après image. Quand la vidéo s'est terminée, je me suis levé. Monsieur le Président, les demandeurs ont insinué à plusieurs reprises que mon grand-père n'avait pas les facultés mentales nécessaires pour prendre des décisions de manière indépendante. J'ai marqué une pause.
Les preuves démontrent le contraire. Le juge Garnier a hoché la tête. En effet. La mâchoire de Julien s'est crispée. La pièce suivante était pire. Bien pire. Des relevés financiers. Des années de relevés. Des extraits de comptes, des virements, des prêts, des retraits, des chèques. Chaque opération avait été classée par ordre chronologique, méticuleusement. Le projecteur affichait les relevés. Je les ai parcourus lentement. Au cours de 8 années, mon grand-père avait apporté une aide financière à plusieurs membres de la famille. Aucune réaction pour l'instant. Puis j'ai affiché les totaux. Le visage de Julien a aussitôt changé. Mon père fixait l'écran. L'assistance s'est mise à chuchoter. Les montants étaient stupéfiants. Des prêts répétés, des renflouements répétés, des sauvetages répétés, des entreprises en faillite, des dettes de cartes de crédit, des mensualités de voitures, une aide pour le crédit immobilier, des prêts personnels. Les milliers sont devenus des dizaines de milliers. Les dizaines de milliers sont devenus des centaines de milliers. Chaque fois que Julien échouait, grand-père l'aidait. Chaque fois que mon père demandait, grand-père donnait, et d'après les relevés, presque rien n'avait jamais été remboursé. Je me suis tourné vers la table des demandeurs. L'un des deux plaignants souhaite-t-il contester ces documents? Ni l'un ni l'autre n'a parlé, parce qu'il ne le pouvait pas. Les relevés provenaient directement des établissements financiers. Certifiés, vérifiés, exacts. Puis est venu le coup final. La preuve que j'avais gardée jusqu'au moment parfait. Des courriels, des centaines. La plupart étaient anodins. Des discussions de famille, des questions de planification successorale, des préoccupations financières. Mais, enfouis parmi eux, se trouvaient des messages que ni Julien ni mon père ne s'attendaient à voir découvert un jour. Des messages échangés entre eux. Des messages qui parlaient du testament de grand-père. Des messages qui parlaient de la somme qu'ils espéraient hériter. Des messages qui parlaient des moyens de faire pression sur lui. La salle d'audience est devenue totalement silencieuse. Un courriel est apparu à l'écran. Puis un autre. Puis encore un autre. Les propres mots de Julien le fixaient en retour. Si grand-père change d'avis, on est fichu. Un autre. Tu dois lui reparler. Un autre. Il ne peut pas laisser cet argent à Camille. J'ai vu le visage de mon père perdre toute couleur. J'ai vu Julien fixer l'écran. J'ai vu Maître Dubois fermer lentement les yeux. Il n'avait pas été au courant. Cela ne faisait aucun doute. Puis j'ai diffusé l'enregistrement, la seule preuve que je n'avais jamais voulu utiliser, parce qu'entendre de nouveau la voix de grand-père me faisait mal. Encore aujourd'hui, même après tout ce temps. L'enregistrement a commencé. Sa voix a empli la salle. Plus âgée, plus douce, mais indéniablement ferme. Quelqu'un, hors champ, lui a posé une question au sujet de la succession. Puis grand-père a répondu, si quelqu'un le mérite, c'est bien Camille. Silence. Elle ne m'a jamais rien demandé. La salle est restée figée. Elle ne m'a jamais traité comme un compte en banque. J'ai dégluti avec peine, parce qu'entendre cela me bouleversait encore. Même des années d'entraînement militaire ne pouvaient empêcher cela. Puis est venue la phrase qui a tout achevé. Elle m'aimait avant de savoir ce que je possédais. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. L'enregistrement s'est arrêté. Le silence qui a suivi semblait immense. Le juge Garnier a regardé mon père, puis Julien, puis Maître Dubois. Finalement, il a croisé les mains. Maître. Maître Dubois s'est levé lentement. Il avait l'air épuisé, vaincu, comme un homme qui comprend que la bataille est déjà terminée. Oui, Monsieur le Président. La voix du juge est restée calme. Professionnelle, maîtrisée, et pourtant, d'une certaine façon, plus intimidante qu'un cri. Souhaitez-vous continuer à plaider l'abus de faiblesse? Maître Dubois a jeté un coup d'œil aux preuves, au courriel, aux relevés financiers, à l'enregistrement, à la vidéo. Puis il a regardé ses clients. Aucun des deux hommes n'a pu soutenir son regard. Non, Monsieur le Président. Ces mots ont frappé plus fort que n'importe quel verdict, parce qu'ils venaient de leur propre avocat. Julien a baissé la tête. Mon père fixait la table d'un air absent, et pour la première fois de ma vie, ni l'un ni l'autre ne paraissait puissant. Il paraissait petit. Le juge Garnier a reporté toute son attention directement sur mon père. Son expression s'est durcie. Monsieur. Mon père a levé les yeux.
Comprenez-vous la gravité de ce que vous avez fait ici? Mon père a ouvert la bouche. Aucun mot n'en est sorti. Pendant plusieurs secondes, il a simplement fixé le juge, puis moi, puis de nouveau les preuves, comme s'il ne parvenait toujours pas à comprendre comment tout lui avait échappé. Mais le pire n'était pas de perdre le procès. Le pire, c'était de réaliser que la fille qu'il avait sous-estimée toute sa vie était celle qui avait tout mis au jour. Et nous n'en avions pas encore fini. Le dernier jour du procès semblait étrangement silencieux. Non pas parce que la salle était vide. Elle ne l'était pas. La nouvelle s'était répandue. Plus de spectateurs que les jours précédents remplissaient les bancs. Plusieurs avocats d'autres salles se glissaient à l'intérieur pendant les pauses. Des greffiers s'attardaient près du mur du fond plus longtemps que nécessaire. Les gens sentaient qu'ils allaient assister à la fin de quelque chose. Ils ignoraient seulement à quel point cette fin serait spectaculaire. Je suis de nouveau arrivé en avance. En entrant dans la salle, j'ai vu Julien déjà assis. Pour la première fois depuis le début du procès, il n'avait pas son rictus. Il ne faisait pas de plaisanterie. Il ne me regardait même pas. Son assurance s'était évanouie quelque part entre l'enregistrement de grand-père et la montagne de preuves posées sur le bureau du tribunal. Mon père avait l'air encore plus mal en point, plus vieux, plus petit. Ces derniers jours semblaient l'avoir vieilli de plusieurs années. Un étrange sentiment m'a envahi. Pas de la satisfaction. Certainement pas du bonheur. Quelque chose de plus proche de la tristesse. Car malgré tout, cet homme restait mon père. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo. L'homme qui me portait sur ses épaules quand j'étais petite. L'homme qui, d'une manière ou d'une autre, était devenu quelqu'un que je reconnaissais à peine. L'huissier a appelé le tribunal à l'ordre. Le juge Garnier est entré. Tout le monde s'est levé, puis rassis. Le juge a examiné plusieurs documents avant de prendre la parole. Sa voix était calme, posée, mais sans appel. Le genre de voix qu'on emploie quand la décision est déjà prise. Après examen des preuves présentées, ce tribunal ne trouve aucun fondement aux allégations des demandeurs concernant l'abus de faiblesse, la contrainte, la fraude ou l'incapacité. Julien a fermé les yeux. Mon père regardait droit devant lui. Le juge a poursuivi, le testament d'Henri Moreau demeure pleinement valable et exécutoire. Une vague de chuchotements a parcouru la salle. Puis est venue la suite. La requête des demandeurs est rejetée dans son intégralité. Rejetée. Un seul mot. Des années de rancœur réduites à un seul mot. Le juge n'avait pas terminé. En outre, les demandeurs supporteront l'ensemble des dépenses liées à cette procédure. Julien avait l'air de quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing. Mon père est resté simplement immobile. Pour la plupart des gens, c'eût été la fin. Affaire classée. Décision rendue. Tout le monde rentre chez soi. Mais il restait une dernière question. Je me suis levé. Monsieur le Président. Le juge Garnier a tourné les yeux vers moi. Oui, Madame Moreau. J'ai une dernière requête. La salle est redevenue silencieuse. Maître Dubois a froncé les sourcils. Julien a paru déconcerté. Mon père a soudain semblé nerveux. Le juge a hoché la tête. Je vous en prie. Je me suis dirigé vers la table des pièces et j'ai pris un autre dossier, un dossier qui n'avait jamais été évoqué publiquement, un dossier que j'avais volontairement gardé pour la fin. Car, contrairement au litige successoral, il ne s'agissait pas ici de vengeance. Il s'agissait de responsabilité. J'ai remis des copies au tribunal, à la partie adverse et au greffier. Le juge Garnier a examiné les premières pages, puis les deuxièmes, puis les troisièmes. Son expression a changé. Qu'est-ce que ceci exactement? Des déclarations financières liées à la succession, Monsieur le Président. Le juge a continué sa lecture. La salle semblait figée. Puis il a levé les yeux. Ces biens n'ont pas été déclarés. Non, monsieur. La tête de Julien s'est tournée brusquement vers mon père. Quel bien? Mon père n'a rien dit. Le juge a tourné une autre page, puis une autre. Je voyais sa mâchoire se crisper. Inhabituel chez lui, ce qui signifiait que l'information était grave. Très grave. Ces documents laissent entendre que des transferts importants ont eu lieu peu de temps avant le début de la procédure successorale. Oui, Monsieur le Président. Et ces transferts n'ont jamais été déclarés. Non, monsieur. Julien paraissait complètement perdu à présent. De quoi parle-t-il?
Toujours aucune réponse de la part de mon père. Le silence racontait sa propre histoire. Lentement, douloureusement, Julien a commencé à comprendre quelque chose. Les transactions cachées, les déclarations manquantes, les retraits inexpliqués. Son père avait gardé des secrets pour tout le monde, y compris pour lui. Le juge a posé les documents sur son bureau. Son regard s'est arrêté sur mon père. « Monsieur, souhaitez-vous expliquer ces relevés ?» Mon père a dégluti. Un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Puis je me suis souvenu de chaque année qu'il avait passé à m'apprendre que ma valeur dépendait de son approbation. De chaque réussite qu'il avait ignorée. De chaque succès qu'il avait minimisé. De chaque fois où il avait choisi Julien plutôt que moi. « Monsieur » a répété le juge. La voix de mon père a tout juste émergé. « Non. » La réponse sonnait faible, désespérée. Le juge a hoché la tête une fois. « Je vois. » Puis il s'est adressé au greffier. « Je veux que des copies soient transmises pour un examen approfondi. » Les mots étaient prudents, professionnels, mais tout le monde a compris ce qu'ils signifiaient. Une enquête possible, des conséquences possibles, une exposition juridique possible. Julien fixait son père. « Tu étais au courant. » Pas de réponse. « Papa. » Rien. Le silence était dévastateur. Non pas à cause de ce qui était dit, mais à cause de ce qui ne l'était pas. Pour peut-être la première fois de sa vie, Julien réalisait qu'il n'était plus le fils préféré. Il n'était qu'une personne de plus, debout aux côtés d'un homme qui avait fait des choix terribles. L'audience s'est officiellement terminée quelques minutes plus tard. Les gens ont commencé à rassembler leurs affaires. Les conversations ont repris. Les chaises ont bougé. Les papiers ont bruissé. La vie a repris son cours. Mais mon père est resté assis, immobile, le regard baissé. J'ai rassemblé mes documents lentement. Il n'y a eu aucune célébration, aucun discours triomphant, aucune pause de victoire spectaculaire. La vraie vie fonctionne rarement ainsi. Les victoires semblent souvent plus silencieuses qu'on ne l'imagine. J'ai glissé le dernier dossier dans ma mallette. Puis j'ai entendu mon nom. Camille. Je me suis retourné. Mon père se tenait à quelques pas. Un instant, ni l'un ni l'autre n'avons parlé. Autour de nous, la salle continuait de se vider. Il avait l'air épuisé, ni en colère, ni sur la défensive, simplement las. Je n'aurais jamais cru. Sa voix s'est brisée. Il s'est arrêté. Il a réessayé. Je n'aurais jamais cru que tu deviendrais cela. Je l'ai regardé attentivement. Le plus étrange, c'est que je n'étais plus en colère. La colère demande de l'énergie. Des années plus tôt, j'en avais manqué. Tu n'as jamais vraiment regardé, ai-je dit doucement. Ces mots n'étaient pas cruels. Ils étaient simplement vrais. Il a baissé les yeux, parce qu'il savait que c'était vrai, lui aussi. Le silence s'est étiré entre nous. Puis il a murmuré quelque chose que j'avais attendu toute mon enfance d'entendre. J'avais tort. 3 mots. 30 ans trop tard. J'aimerais pouvoir vous dire qu'ils ont tout réparé. Ce n'est pas le cas. Certaines blessures guérissent. D'autres deviennent des cicatrices. On apprend à vivre avec. Mon père a fait un pas vers moi. Puis un autre. Soudain, sa main s'est portée à sa poitrine. Son visage s'est crispé. De la confusion. De la douleur. De la stupeur. Tout est arrivé d'un coup. Papa. Julien a crié. Mon père a chancelé. Toute couleur a disparu de son visage. Plusieurs personnes se sont précipitées. Quelqu'un a appelé le 15. La salle a sombré dans le chaos. Et puis mon père s'est effondré. Exactement comme cela. Debout un instant, à terre l'instant d'après. Julien s'est laissé tomber à ses côtés. Papa. Papa. La panique emplissait sa voix. Une vraie panique. Plus d'arrogance. Plus de sentiment de tout mériter. Rien que de la peur. Une peur brute. Je suis resté figé. Non pas parce que je le haïssais. Non pas parce que je voulais me venger. Mais parce que, malgré tout, voir son père allongé sur le sol d'une salle d'audience n'a jamais rien de normal. Les secouristes du SAMU sont arrivés rapidement. Ils ont travaillé vite, avec professionnalisme, concentré. En quelques minutes, ils l'ont emmené hors du tribunal.
La salle s'est ensuite lentement vidée. Julien est parti avec eux. Pour une fois, il n'avait rien à dire. Moi non plus. 1 heure plus tard, je suis sorti seul. Le soleil de l'après-midi descendait bas au-dessus des toits de la ville. L'air semblait plus léger, d'une certaine façon. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que quelque chose était enfin terminé. Pendant des années, j'avais couru après l'approbation de mon père, travaillant plus dur, accomplissant davantage, sacrifiant davantage, croyant qu'un jour il finirait par me voir, me respecter, me choisir. Mais debout là, à regarder la circulation s'écouler dans les rues, j'ai enfin compris une chose que grand-père avait toujours su. Les gens qui refusent de voir ta valeur ne peuvent pas te la donner. Toi seul le peux. Mon grand-père l'avait vu bien avant moi. Et parce qu'il l'avait vu, il a changé ma vie. Si vous avez déjà été sous-estimé, négligé, ou traité comme si vous n'étiez jamais assez, j'espère que vous vous souviendrez de ceci. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour devenir celui ou celle que vous étiez destiné à devenir. Et parfois, la victoire la plus puissante n'est pas de leur prouver qu'ils avaient tort. C'est de réaliser enfin que vous n'avez jamais eu besoin qu'ils aient raison. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. J'aimerais beaucoup connaître vos pensées et vos propres expériences. Et si vous aimez les histoires de résilience, de justice familiale et de seconde chance, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain récit.